Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Nous parlons aujourd'hui et maintenant du cinéma, du jeu vidéo et du rapport qu'il a avec la nouvelle. On a parlé de la nouvelle de science-fiction, le cinéma de science-fiction, le jeu vidéo de science-fiction, mais c'est évidemment la science-fiction au sens large, la fantasy, le fantastique. Et si vous avez envie de parler un petit peu de ce qui n'est pas science-fiction, c'est bien sûr autorisé, parce que souvent on ne fait pas l'un sans l'autre, hein, on passe toujours d'un côté et de l'autre du miroir. Donc je vais vous demander si vous voulez bien de vous présenter chacun brièvement et de parler si vous êtes plutôt littéraire entre guillemets, si vous êtes plutôt jeu vidéo, si vous aimez plutôt regarder le cinéma, si vous faites les deux en même temps. À vous de nous dire. Alors, on commence par moi ? Oui. Ok, je m'appelle Richard Taillé, je suis enseignant-chercheur en physique, chercheur en astrophysique plus précisément, et j'ai rien à voir ni avec le cinéma, ni avec la BD, ni avec la nouvelle. Et c'est faux, comme dirait Norman. Donc bon, j'aurai peut-être des choses, j'essaierai peut-être d'intervenir de temps en temps, mais je ne suis pas la personne la plus concernée. J'en dis pas plus, vous savez rien sur moi, mais c'est pas grave. Peut-être vous avez suivi la conférence de tout à l'heure, en début d'après-midi. C'est la conférence magistrale sur la gravité ou son absence. Et en fait, c'est pas tout à fait l'absence de gravité, c'était la chute. Est-ce que j'ai bien compris, professeur ? Comme dans la nouvelle. Donc voilà. Bravo. On commence. Nathalie, c'est plutôt donc le domaine de la nouvelle seulement, du cinéma ? Non, moi je suis écrivain à part entière. Je suis et novelliste et romancière. Et poétesse et parolière, donc, et même anthologiste. Enfin voilà, j'ai aussi écrit des articles. Bon, musique également ? Musique également. Je suis chanteuse tradie et je participe aussi au groupe The Deep Ones avec Mélanie et quelques autres qui ne sont pas présents. Ça veut dire qu'on fait des concerts lectures. Tu racontes aussi soit tes nouvelles en chansons, soit tes chansons en images comme dans un vidéoclip. Est-ce que tu fais ça aussi ? On fait des lectures avec un accompagnement musical en semi-impro. Donc voilà, c'est dans le cadre des Deep Ones. Après, je suis aussi conteuse, donc je fais des spectacles de contes en alternant un conte, une chanson pour les enfants. Aussi bien donc là, j'ai fait un spectacle juste avant la table ronde et j'en ai un autre demain. Il y a les grands qui peuvent venir aussi, si ça les intéresse. Et puis voilà, donc sinon, au quotidien, je vais très peu au cinéma parce que j'ai pas trop les moyens. Et je suis davantage amatrice de séries que de films. Donc là, la série, par contre, j'en regarde beaucoup. Et puis surtout, je suis gameuse, donc je joue à beaucoup de jeux vidéo, de MMORPG, avec des univers qui parfois s'interpénètrent avec les textes. Voilà. Bien. Gilles, spécialiste du cinéma seulement ou autre chose ? Moi, je suis prof d'université, donc il en faut de temps en temps. J'enseigne la littérature américaine et le cinéma, effectivement, et je m'intéresse aussi beaucoup à la littérature, aux séries télévisées, notamment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie créatrice dans les séries télé depuis déjà un certain temps. Bon, il y en avait avant, comme Le Prisonnier, etc. Mais là, il y a eu quand même, avec les séries HBO, par exemple, ou les séries britanniques qui sont excellentes aussi, dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, donc je suis assez éclectique en termes de... Et au point de vue du cinéma, j'aime plutôt le cinéma d'auteur, mais il y a parfois des cinémas... et j'ai travaillé pas mal sur le cinéma fantastique et le cinéma de science-fiction et le policier en termes de publication. Voilà. Très bien. Tu écris beaucoup dans le cadre de ton cours, de tes colloques. Est-ce que tu écris aussi de la fiction ? Non, j'écris pas de la fiction, je fais de la photographie, mais effectivement, autrement, j'écris des articles et des livres, mais pas des... Non. Ce qui est déjà une manière de raconter une histoire. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que la fiction, c'est un autre univers. Voilà. Je suis plutôt lecteur qu'auteur. Très bien, donc Mélanie ? Moi c'est l'inverse, je suis principalement nouvelliste, donc je peux couvrir cette partie-là du sujet, on va dire, et plutôt intéressée par la partie fantastique, enfin, c'est plutôt le domaine que je connais. Donc je suis auteur principalement de nouvelles et aussi traductrice. Et sinon je m'intéresse beaucoup au cinéma fantastique, même si j'y vais beaucoup moins qu'à une époque. Et avec des périodes passionnées de jeux vidéo depuis l'âge de 11 ans, mais sans être vraiment spécialiste. J'ai des périodes où je vais jouer beaucoup, effectivement. Très bien. Amélie. Oui, moi je suis avant tout une grande lectrice de nouvelles. Je regarde aussi beaucoup de cinéma, je suis une grande passionnée de jeux vidéo. J'écris un petit peu, principalement de la nouvelle aussi, et
ce qui est intéressant aussi, c'est que je lis pas forcément la même chose que ce que j'écris et je regarde pas forcément au cinéma la même chose que ce que je lis et ainsi de suite. Donc, beaucoup de richesse. Je m'appelle Pierre Pevel, je suis romancier. J'imagine que ma compétence ici, c'est celle de gamer. Je suis joueur console depuis ma prime adolescence, ce qui veut dire, vu mon grand âge, que j'ai commencé à jouer sur Atari. Alors, on va commencer. On va se lancer. La nouvelle, normalement, c'est vous avez juste besoin d'un bout de papier et d'un stylo. Et après, vous vous lancez. Et quand vous relisez déjà vous-même votre nouvelle, même si la nouvelle n'est pas bonne, vous sentez votre cœur qui bat, vous voyez les images. Vous êtes déjà dans un état extraordinaire. Et quand on va au cinéma, en fait, on n'est pas tellement plus excité que quand on écrit sa propre nouvelle ou quand on lit une nouvelle vraiment, vraiment bonne. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience au niveau, comment dire, quelles sont les nouvelles, si vous en avez encore en mémoire, qui vous ont fait battre le cœur et comparer ça avec votre expérience de cinéma. Quel texte vous a fait battre votre cœur et quel film ou quel jeu vidéo vous a emporté mais à tel point que vous en souvenez encore et quand vous y repensez, vous voyez les images, vous sentez les sensations et peut-être vous en avez rêvé et vous en rêvez encore. Alors, on reprend dans l'ordre inverse, Pierre ? La question est vaste, on commence par quoi? Alors, quel texte écrit t'a fait battre ton cœur, reste encore dans ta tête, te fait encore rêver? En texte court? Texte court, J'en ai si pas tu beaucoup, trouves pas en texte long. Si, Des fleurs pour Algernon. Si, ça, ouais, ça c'est peut-être une des premières nouvelles qui m'est vraiment, vraiment ému. Alors c'est de qui? Ça raconte quoi? Des fleurs pour Algernon, ça raconte l'histoire. Des scientifiques trouvent le moyen de développer l'intellect. Ils prennent comme cobaye un type qui est balayeur, je crois, agent d'entretien, et qui est vraiment pas une flèche, enfin qui est borderline handicapé mental, quoi. Il l'est peut-être même d'ailleurs, je me souviens plus exactement. Et c'est le récit, le récit est à la première personne, c'est lui qui le raconte, et à travers à la fois ce qui est raconté et le style, on voit ce type qui est un simple et qui s'ouvre au fur et à mesure à la culture, à l'intelligence, aux arts. Malheureusement, le procédé qui est mis en pratique sur lui finit par décliner. On assiste aussi bien à son montée qu'à son déclin. C'est vraiment un très 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 beau texte. Donc l'émotion, c'est en fait l'empathie avec le personnage, c'est ça? Se sentir vivre, partager la vie de ce personnage, c'est ça? Pas la partager, non, mais je sais pas, moi, enfin bon, déjà, c'est pas vraiment le débat ici, mais moi je crois pas beaucoup au phénomène d'identification, je le ressens peu, donc même en tant qu'auteur, je cherche pas vraiment à le provoquer. Je raconte des histoires dont on est le spectateur, mais pas dont on est censé être le participant. Donc c'est pas vraiment un problème, il y a un truc d'empathie à l'évidence avec le personnage, le héros des fleurs pour Algernon, mais c'est la richesse, il y a à la fois beaucoup d'émotions, puis en même temps la richesse thématique qui est sur la science sans conscience, sur ce type, on ne peut de fait, oui, que le plaindre, quoi. Surtout qu'il est conscient lui-même de son déclin, c'est-à-dire qu'au début de la pente, il sait très bien ce qui va lui arriver, il est assez intelligent pour le comprendre et pour voir vers où il va. Et est-ce que tu as retrouvé les mêmes sensations dans le jeu vidéo que tu connais très bien? Est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux jeux vidéo qui vont te donner la même puissance d'évocation, le même background, je pense, je sais pas, je parle anglais, c'est affreux. Le même arrière-plan, la même. Il y a des jeux très très forts qui créent ce genre d'émotion. Ceci dit, il n'y a pas que ça qu'il y a à chercher dans le jeu vidéo. Il n'y a pas dessous d'empathie avec un Mario Kart, et c'est un très 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 bon jeu vidéo. Donc, mais oui, il y a des jeux maintenant qui développent, qui arrivent grâce en particulier à des qualités d'écriture qui sont d'ailleurs de plus en plus cinématographiques, arrivent à provoquer des émotions dans des passages très scriptés, comme dans The Last of Us par exemple. Il y a vraiment du bon, et puis l'univers est riche, nous interroge nous-mêmes, sur la nature humaine. Il y a des problématiques qu'on voit
comme dans Walking Dead, la série télé par exemple, ça relève de ce niveau-là. Mais les émotions que moi je recherche dans un jeu vidéo, c'est pas les émotions que je vais ressentir au cinéma ou à la lecture. Moi j'aime bien avoir des émotions purement ludiques dans un jeu vidéo. Et je sais pas si vous avez joué aux Assassin's Creed, je sais pas si vous avez fait les Assassin's Creed dont le héros est Audio des théories, c'est ceux qui se passent en Italie, dans l'Italie de la Renaissance, mais donc il y a des moments, bon, je suis obligé d'expliquer un peu comment ça se déroule, mais pour explorer l'univers, on est censé monter sur des bâtiments les plus hauts possibles, au sommet de tours. Là, on déclenche un événement qui valide la progression dans le jeu, et il y a toujours ce même mouvement de caméra avec autour du héros comme ça qui tourne, une caméra qui est très très haute, avec le cri d'un aigle et un son que j'ai dans l'oreille, que je garderai toujours. Et ça me provoquait une émotion purement ludique. Je ne connaissais pas ça dans le jeu ailleurs que dans le jeu vidéo. J'aime bien que le jeu vidéo, quand il devient vraiment bien, qu'il est bien écrit, bien conçu, par ses mécanismes même, plutôt que par des choses qui sont scriptées, provoque ce genre d'émotion. Ça, c'était pas scripté, c'est juste un événement du jeu. Et je le retrouve, c'est quelque chose qui va rester longtemps en moi. Et dans les Assassin's Creed qui ont suivi, il y a ce genre d'événements qui sont provoqués, mais c'est pas le même cri d'aigle, c'est pas le même mouvement, et j'y retrouve quand même pas le plaisir premier que j'ai ressenti avec cet événement de jeu. Des jeux très très bien écrits. Alors, quelqu'un d'autre jouait beaucoup aux jeux vidéo? Nathalie? Oui. Et Mélanie. Nathalie, puis Mélanie. Donnez-nous un petit peu la comparaison. J'écris, parce que écrire une nouvelle, c'est une sensation encore plus forte que de la lire, je crois. Hein. C'est plus fort. On est dedans, on en rêve, on bouge. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. On commence à dire les répliques pour voir comment ça sonne à haute voix. On se dit, mais à quoi ça ressemble vraiment? On y pense très fort. Est-ce que ça s'oppose vraiment à l'expérience sensorielle d'un jeu vidéo où carrément on est submergé au niveau du son, si vous jouez avec super son, au niveau des images qui maintenant sont en 4K, qui arrivent en 4K, et au niveau aussi de l'expérience extrême du vertige de se jeter à travers cet univers. Soit c'est un univers passé, spatial, vertigineux, tout va très vite, tout est très étrange. Est-ce qu'on peut être submergé par une nouvelle aussi, ou est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont des qualités d'une... Voilà, plein de pistes. Non, pour moi, ça, c'est vraiment en symbiose, puisque je visualise tout ce que je dois écrire. D'abord, il faut que je le visualise dans ma tête, exactement comme si je vivais un film ou comme si je vivais un jeu. Et il m'arrive parfois d'avoir du mal à visualiser, à m'immerger, à m'imaginer dans le décor nécessaire à mon texte. Et par exemple, les forêts. Parce que je peux plus bien marcher, donc aller me promener en forêt, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, il y a des jeux vidéo dans lesquels il y a des forêts magnifiquement reconstituées, donc je vais me balader dans la forêt de mon jeu vidéo pour me mettre dans l'état dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite écrire ma nouvelle. Ou mon roman, enfin mon chapitre. Donc une symbiose, une source d'inspiration. Et en fait, oui. C'est le même... Il y a aussi les séries, par exemple, j'ai un personnage qui se fait fouetter. C'est une punition, c'est pas du SM, et c'est pas ça, voilà. Et donc c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté, et j'avais besoin de pas écrire de bêtises. J'ai toujours cette hantise de l'anachronisme ou du n'importe quoi. Donc il se trouve que j'ai vu des films et j'ai vu des séries dans lesquelles il y avait ça. Donc par exemple dans Outlander. Hein, ça sonne. La série actuellement sur c'est une série sur une chaîne américaine par un réalisateur un producteur très célèbre, celui qui a fait le reboot de Battlestar Galactica et qui étonnamment cette fois est parti dans la fantasy. Et qui c'est pas vraiment parce qu'en fait il s'inspire d'un roman, le Chardon et le Tartan. À part le fait qu'il y a un personnage le Chardon et le Tartan, à part le fait qu'il y a un personnage, cette femme qui voyage dans le temps, tout le reste c'est l'Écosse historique jacobite qui attend le retour de Bonnie Prince Charlie, et donc voilà, la partie magique est finalement assez peu présente. Alors il y a encore évidemment les rituels des sorcières, mais bon, dedans, j'en reviens à mon anecdote, il y a un personnage qui subit 100 coups de fouet, pas tendre, et du coup j'ai fait des pauses dans mon visionnage de l'épisode pour bien voir à quoi ça ressemble, comment, pour pouvoir ensuite moi m'en imprégner, l'intégrer et pouvoir le reproduire au niveau des émotions, au niveau des descriptions dans mon écriture.
Très bien. Donc c'est une symbiose, ce n'est pas une opposition pour toi. Mélanie ? Oui. Pour moi, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir et que je vois pas bien comment je pourrais raccorder. Sinon que par moment des éléments d'inspiration me sont venus de jeux vidéo. En fait, j'allais plus répondre sur la partie jeux vidéo strictement. Déjà pour répondre à la question, je dirais que tout dépend de ce qu'on cherche dans un jeu en particulier. Et il y a énormément d'émotions différentes d'un jeu à l'autre. Ou pour le coup, moi, des jeux à l'Assassin's Creed ne marchent pas trop sur moi. Mais j'ai souvenir d'émotions très contrastées entre, par exemple, jouant à des MMO comme World of Warcraft, où là, il y a quelque chose de très fort qui est l'attachement qu'on a à ce personnage, qu'on crée et qu'on va suivre pendant des années. J'ai incarné, entre guillemets, le même personnage pendant peut-être 8 ans, et j'ai un attachement à ce personnage comme si ça avait été mon identité à un moment donné. Les autres joueurs m'appelaient par le nom de ce personnage, en fait. C'était devenu mon identité. Et là, il y a un attachement très fort à ça, et il y a un sentiment de liberté dans l'espace du jeu. Et à l'opposé vraiment de ce spectre-là pour moi, je pense que le jeu qui m'a le plus marqué adulte, c'est la série des Silent Hill, pour complètement autre chose, qui là sont des jeux avec un scénario d'une richesse qu'on voit même pas dans la plupart des films, avec un aspect vraiment psychologique, un jeu sur la peur, sur les ambiances, sur la symbolique, même sur la psychanalyse des choses. Et je m'aperçois que ce jeu-là m'a procuré des émotions qui sont ce que je cherche beaucoup au cinéma et que très souvent je ne trouve même pas au cinéma. Et là, ça a été une expérience différente, mais il n'y a pas eu ça a été moins ludique, mais ça a été quelque chose de très très immersif par contre. Donc il y a vraiment toute une palette. Donc on retrouve vraiment plusieurs aspects qui sont ceux du plaisir de l'immersion dans la science-fiction, le vertige, les sensations, l'empathie, c'est-à-dire on partage la vie, on partage les émotions, mais aussi, j'ose pas appeler ça l'identification, c'est plus fort que ça, je pense, quand un personnage devient une partie de vous. Mais est-ce que c'est pas une expérience commune ? Alors, est-ce qu'on ressent la même chose quand vous regardez un film de cinéma, par exemple, et que vous aimez beaucoup le personnage ? Est-ce qu'il devient comme vos personnages, vos héros, quand vous les créez ? Est-ce que ça devient aussi fort que ça ? Oui ou non ? C'est pas tout à fait Moi, j'ai souvent eu des personnages qui ont été inspirés par des personnages, en tout cas visuellement. J'ai besoin de visualiser les personnages que j'écris, et ils vont souvent être inspirés par des personnages de films, voire de jeux vidéo. J'ai un texte qui a été très imprégné par Silent Hill, justement. Mais par exemple, le personnage que tu as créé dans World of Warcraft, c'est devenu une partie de toi, il est à toi maintenant, oui. Complètement. Est-ce que quand tu vas voir un film, une série télé, tu vas lire un récit, un roman qui te plaît énormément, est-ce que ce personnage que tu veux retrouver, par exemple, épisode après épisode, est-ce qu'il devient à toi aussi ? Il y a des personnages qu'on s'approprie totalement. Après, il n'y a pas ce côté... le côté où c'est moi qui décidais de la façon dont j'incarnais ce personnage. Moi, je jouais sur un côté cartoon parce que c'était une morte vivante et ils ont un aspect très cartoon. Et j'avais décidé d'en faire une midinette. Je trouvais ça drôle. C'est moi qui décidais soit de jouer le rôle de telle manière ou pas, ou de m'en foutre, en fait. Après, oui, il y a des personnages qu'on s'approprie tellement on a un rapport fort avec eux. Pour moi, c'est des choses assez différentes. Je ne sais pas si c'est comparable. Alors, essayons de basculer du côté cinéma. Essayons de voir un petit peu du côté du cinéma vos expériences qui sont les plus fortes. Et comme Gilles a les deux expériences en même temps, est-ce que tu peux comparer ton expérience du cinéma et ton expérience du mot, quoi, simplement, quand c'est que des mots sur une page ? Je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué, aller au cinéma, c'est cher, c'est difficile, il faut le temps. Lire un roman, il faut le temps aussi. Lire une nouvelle, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors on y va, est-ce que ça va vraiment donner Je vais revenir en arrière, puisque la question initiale c'était oui. Qu'est-ce qui vous a fasciné ? Voilà, fasciné, fait battre le cœur. Fait battre le cœur, etc. En termes de nouvelles, moi je crois que l'une des nouvelles qui m'a frappé sur le plan personnel, c'était dans des circonstances particulières. J'étais en 5e, je crois, donc ça remontait un certain temps. Et là, le prof nous a lu Double meurtre dans la rue Morgue en 5e. Donc c'est quand même une expérience assez particulière. Et c'est vrai que j'en ai gardé un intérêt assez important en ce qui concerne l'œuvre d'Edgar Poe. Ma nouvelle préférée, sans doute, l'une de mes nouvelles préférées de Poe, étant La chute de la maison Usher, donc qui a été remarquablement adaptée au cinéma par Jean Epstein en 1928, parce qu'il y a à peu près tout dans cette nouvelle, effectivement. Il y a l'ambiance du château, avec de la maison un peu gothique avec l'étang à côté, les phénomènes de miroir, ce personnage étrange qui a une femme qui a une sœur dont on ne voit pas exactement où elle est, etc. Enfin le thème du retour des morts. Enfin bon, il faudrait 1 heure pour en parler, mais disons que c'est un des textes qui m'a le plus marqué. Un autre texte, pour prendre un autre type
de littérature française cette fois, c'est le Horla de Maupassant. Je crois que alors là aussi il y a deux versions, une version qu'on peut qualifier de nouvelle et une version qui est quand même sensiblement plus longue, plutôt une novella. Mais là aussi, la force de cette nouvelle est assez extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir extrêmement précis de la rose, quand le personnage est dans un jardin et qu'une rose se courbe toute seule, en quelque sorte. Donc, cette question du visible et de l'invisible, de l'apparition et de la disparition, évidemment, au cœur du fantastique. Voilà, donc ça, c'est des émotions de lecteur, et après on va dire de critique, parce que je crois qu'on lit différemment, comme le dit très justement Roland Barthes quand il parle du plaisir du texte, quand on relit un texte qu'on a étudié, on en éprouve un plaisir démultiplié, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Alors pour revenir à la question de l'identification au cinéma, moi je dirais qu'on peut avoir une position je suis assez d'accord avec cette idée que l'identification, c'est pas forcément, en tout cas elle n'est pas toujours là où on croit. Je pense que selon ce qu'on connaît du cinéma, l'identification elle est effectivement du côté du personnage, mais ça peut être plusieurs personnages et plusieurs personnages antagonistes, justement. L'intérêt, c'est qu'on peut démultiplier se projeter sur des personnages qui peuvent à la limite incarner différentes personnalités ou différents aspects de nous-mêmes. Et puis il y a un autre type d'identification qui peut être relativement fort quand on s'intéresse de près au médium cinématographique, c'est l'identification au metteur en scène, l'identification à la caméra. Et c'est peut-être là qu'on se sent davantage du côté de la création, effectivement, cinématographique. Alors pour donner un exemple de film inspiré d'une nouvelle, et ça pose un autre type de question d'ailleurs, l'un des films quand même qui m'a marqué dans le domaine, disons, large du fantastique ou de la science-fiction, outre La Jetée que j'ai projeté cet après-midi, qui est pour moi un des grands films de l'histoire du cinéma, c'est l'adaptation par Hitchcock de la nouvelle de Daphné du Maurier, Les Oiseaux. Parce que, et là justement on a un phénomène tout à fait particulier, puisque c'est finalement un film qui a fait oublier la source littéraire. Comme c'est souvent le cas pour certains romans, comme Dracula ou Frankenstein, on a à un moment donné totalement oublié qui était l'auteur du roman. Dans le cas de Mary Shelley, bon, évidemment, maintenant c'est un peu plus connu parce qu'on est revenu davantage sur la question de l'auteur, de la source littéraire, etc. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Les Oiseaux. Les Oiseaux, personne ne savait qui était Daphné du Maurier, ou quasiment personne, en tout cas dans le lectorat, le spectateur français. Et littéralement, le film a effacé la source littéraire. Donc, mais par contre, à un autre niveau, on peut avoir un choc en retour, c'est-à-dire qu'ayant aimé un film, on peut revenir à la source littéraire et l'apprécier. Et c'est comme ça que, actuellement, d'ailleurs, et ça vaut d'ailleurs pas seulement pour la fiction, ça vaut pour l'histoire. Si on voit une série comme Rome, par exemple, on a envie peut-être de revenir à la source historique de Rome. Si on aime tel ou tel film, on peut avoir envie, je pense à Minority Report, pour donner aussi un exemple très célèbre, parce que là c'est une nouvelle, ou même 2001 Odyssée de l'espace, qui au départ inspiré d'une nouvelle, après avoir ensuite été novélisé, on en parlait ce matin. Il est clair qu'on a envie de revenir à la source littéraire pour apprécier la différence. Mais il ne faut jamais justement considérer que la nouvelle doit être... c'est une sorte de vieux débat théorique un peu éculé. Il ne s'agit pas bien sûr du tout de fidélité, au contraire, plus le metteur en scène sera inventif et plus il s'inspirera effectivement du texte source, mais en s'en détachant et en s'appropriant le texte source, en faisant un film d'auteur. Voilà, et c'est ça qui est passionnant. Après, il y a aussi des textes, effectivement, qui sont simplement utilisés comme matériaux et qui sont totalement retransformés par le film. Un point de départ simplement. Voilà. On a la chance, on a vraiment un panel, tout le monde va avoir un point de vue complètement différent parce que vous avez tous des expériences complètement différentes et ça va nous permettre de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène quand on passe d'une nouvelle à un film de cinéma, du cinéma, nouvelle, jeux vidéo, séries télé, etc. Richard et Amélie, vous êtes des scientifiques, je me trompe ? Oui. Alors du coup, quand vous voyez un film, quand vous lisez une nouvelle, vous allez avoir encore une nouvelle expérience au-delà des sensations, au-delà des interrogations, des thématiques, au-delà du personnage qui commence à prendre vie en vous. Et ben, vous avez tout un univers de science, de réalité, d'expérience, et peut-être l'envie de transmettre le savoir. Donc, j'ai assisté à une conférence géniale tout à l'heure où on était dans tous les films de science-fiction qui parlaient de gravité. Alors, quelle va être quelle entrée, Amélie,
ton expérience cinéma, nouvelle. Moi, je vais plutôt rebondir sur ce que disait Gilles par rapport à On y va. Philippe Cadic, parce que c'est quand Oui. même, moi, pour le coup, parmi mes plus grosses claques de lecture. Et je pense, pourquoi est-ce que ce genre de nouvelles s'adapte particulièrement bien au cinéma? On retrouve cette espèce de vertige de la réalité qui, moi, m'est chère, mais on va avoir une adaptation particulièrement aisée dès qu'on va être sur cette variété de la nouvelle qui est la nouvelle à chute. Donc, quand il y a ce twist que le cinéma aime bien, automatiquement, on a quelque chose. On peut prendre la claque en tant que lecteur, on peut la prendre en tant que regardeur de film. Et le deuxième point, c'est quand on va avoir des nouvelles qui portent beaucoup sur l'ambiance, et en particulier dès qu'on est effectivement plus sur du fantastique, et où là, je rejoins tout à fait Mélanie sur Silent Hill, où on va effectivement retrouver quelque chose où, dès que tu commences à lire et dès que tu te l'imagines, tu as un côté très visuel. Et maintenant, pour répondre à ta question, je dirais au contraire. Je pense que quand on est sur quelque chose qui est purement scientifique, peut-être pour moi, ça va moins être facilement portable sur un autre média, parce que le côté visuel est quand même différent. Après, chacun... Alors, tout à l'heure, on a parlé des mythes d'Alien en tant que génétique. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont bondi quand ils ont vu Alien? J'ai pas eu peur parce que c'était pas réaliste. Sur quoi, pardon? Sur le film Alien, je sais pas. J'ai eu super peur sur Alien. J'adore ce film. Et là, on est totalement dans ce que tu disais sur le réalisateur. Alien, c'est une merveille parce que on a cette façon visuelle de filmer qui fait que ça te projette totalement à l'intérieur du film. Et en plus, sur ce champ particulier de films d'horreur où tu ne vois pas ce qui fait peur, évidemment, il n'y a pas beaucoup de films qui fassent plus peur qu'Alien. Alors, il y a aussi... Est-ce que vous avez vu récemment, peut-être, on a eu Léonard Nimoy qui est disparu, et l'astronaute italienne qui est actuellement sur l'ISS a rendu un hommage en direct de l'ISS à Léonard Nimoy. Elle a dit elle est devenue astronaute à cause de Star Trek. Elle s'est dit, c'est possible de vivre dans l'espace, je veux le vivre comme ça, et elle a fait carrière. Est-ce que toi, tu as choisi la discipline scientifique en fonction de l'imaginaire, c'est-à-dire des textes ou des films ou des jeux vidéo, je ne sais pas, que tu as pu voir avant de choisir de devenir... Tu travailles dans la génétique, c'est ça? Non, pas du tout, je me suis trompé. Dans l'informatique. Là, on va revenir sur la Oui. conférence de tout à l'heure sur le Oui. féminisme, mais bien évidemment, moi, quand j'étais petite, je voulais devenir astronaute, oui. Donc, Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais oui, forcément, on embrasse probablement une carrière scientifique parce qu'on est bercé par cet imaginaire-là. Je dois pas avoir la bonne bio. Au secours à moi, désolé. Oui, et alors par rapport à ta carrière, alors finalement, tu es scientifique, informatique. Est-ce que, je repose la question avec l'informatique, est-ce que l'informatique, je voulais être astronaute, je deviens d'informatique, moi quand j'étais petit, à l'école primaire, j'ai dit je veux être cybernéticien. Je lisais iRobot, les robots en français, d'Asimov. Dis pas que tu es devenu astronaute, ça va m'énerver. Non, je suis pas devenu astronaute, mais bon, je suis pas tombé trop loin non plus. Entendu, on en arrive, alors Richard, comment tu en es arrivé à, d'une part, bâtir tout ce travail, quoi, cette web-série, cette manière d'aborder des choses qui sont quand même compliquées à expliquer, comme la différence entre une scène fausse et une scène vraie au niveau physique. Comment tu en es arrivé à t'intéresser à ce point et à illustrer avec des films? Est-ce que ce sont des films que tu aimais depuis le début ou c'est l'inverse? Alors, je vais essayer de répondre oui, aux à différentes toutes les questions. questions. Désolé, hein. J'en vois. Donc, comment j'en suis venu là? Donc moi, une partie de mon métier, c'est d'essayer d'apprendre, d'enseigner de la physique à des étudiants d'université. C'est pas, comme on pourrait le penser, un public qui est forcément très intéressé au départ. Donc, il y a un challenge d'essayer de montrer des trucs rigolos. Voilà, enfin, l'humour ou le grand spectacle des films, c'est un moyen des fois d'accrocher, et c'est parti comme une conférence destinée à des étudiants de licence pour leur montrer qu'on trouve de la physique dans des endroits cachés, par exemple dans des films de science-fiction. Donc j'ai pas choisi la science-fiction au hasard parce que c'est quelque chose que je regardais. J'avais déjà eu l'occasion de voir que dans des films, il y avait des choses très chouettes, fausses, des choses très chouettes, justes, pas chouettes, etc. Donc j'ai voulu partager ça. Du coup, effectivement, ça m'a aussi amené à re-regarder certains films et aussi à en découvrir d'autres que je ne connaissais pas.
Donc dans les films que je présente, dans la web série, là, il doit y en avoir, je sais pas, 70 en tout. Il y en a les 2 tiers que j'avais pas vus, et il y en a le tiers que je ne connaissais absolument pas il y a 2-3 ans, quoi. Voilà. Donc c'est parti de ça. Enfin, ça a toujours été ça, vraiment essayer de. C'est un prétexte en fait. Voilà, essayer d'amener les étudiants et après le grand public à se poser des questions de physique à leur insu. Très bien. On a vu là, donc dans tout ce que vous avez dit, on a vu que l'écrit c'est très simple, un film c'est toute une industrie. L'écrit, la nouvelle est un point de départ dans beaucoup de cas, ou le roman, ou la série, et on peut revenir à l'écriture à partir de l'image. Est-ce que nos panélistes qui écrivent peuvent nous parler un petit peu de comment ils transforment, par exemple, ces idées, cette inspiration, comment ils arrivent à aller vers leur lecteur, vers la transmission de cette expérience, ou tout simplement vers quelque chose qui vous satisfait au niveau de cette énergie, soit sur la thématique, soit sur... alors, je vais essayer de reformuler la question pour être plus simple. Quelque chose vous plaît, vous l'avez vu dans un film, vous l'avez vu dans la réalité. Comment vous faites pour arriver à cette idée que finalement quelqu'un pourrait se faire un film dans la tête? Et après on va repartir dans l'autre sens, si vous voulez bien, pour ceux qui ont des exemples de cinéma à l'idée, des anecdotes qu'ils connaissent peut-être. Est-ce qu'ils sont revenus vers la nouvelle? Est-ce qu'il y a des choses qui a manqué dans le film? Est-ce que vous avez vu que c'était une nouvelle qui était à l'écran dans 2001 d'espace? Est-ce que... Voilà. Par rapport... Pardon. Je me faisais juste une réflexion tout à l'heure quand on parlait de l'adaptation. Je me suis rendu compte que dans la plupart des cas où j'ai vu des films adaptés de nouvelles et que j'ai lu la nouvelle ensuite, il y avait, alors dans les exemples que j'ai en tête en tout cas, le film n'a souvent plus grand chose à voir avec le texte, ou en tout cas soit il a gardé une vague idée, soit il a complètement détourné, et là je pense aux adaptations de Stephen King à une époque où on voulait juste son nom sur l'affiche mais le contenu du texte on s'en foutait, ou bien je pensais à des films comme Ring ou Darkwater. Je suis allée lire la nouvelle qui est inspirée de Darkwater, qui est un film que j'adore. Je n'ai rien compris à la nouvelle et je n'ai presque pas compris le rapport avec le film. Et je sens qu'il y a une inspiration, quelque chose de très fort qui est né de cette nouvelle, mais je ne retrouve pas le lien entre les deux. Et j'ai constaté ça beaucoup pour les nouvelles et pas à ce degré pour les adaptations de romans en fait. C'est quelque chose qui m'a frappé souvent. Voilà, il y a quelqu'un qui connaît. En fait, ça arrive que certains films soient très fidèles aux nouvelles. Je pense au film, la première adaptation de La Mouche, par exemple, est très fidèle à la nouvelle de Langelane. En matière de séries télé, je crois que dans la Twilight Zone, il y a plusieurs nouvelles qui ont été adaptées, d'autres dans Star Trek ont été adaptées avec un bonheur inégal. C'est différent pour une série parce que le problème que j'ai avec l'idée à la base, c'est que c'est pas le même format et qu'à la limite, la nouvelle pour moi, correspond au court-métrage. Le roman correspondrait au long-métrage, c'est pas la même logique. C'est pas la même dynamique. Et fatalement, on est obligé de transformer quand on adapte une nouvelle en long métrage. Ça me paraît plus facile à faire dans une série, je pense. Après, il y a certainement des contre-exemples. C'est juste une idée que... Chacun pourra donner son avis là-dessus. Est-ce qu'une nouvelle est condamnée à être un court-métrage ou alors à être trahie ou complètement régénérée, quoi. Mais tu voulais dire quelque chose avant. Oui, alors, condamné, c'est juste un petit complément en tant que spectateur, du coup. Vous parliez tout à l'heure de Philippe Dick et des adaptations. Je pense que c'est un des cas où les gens qui connaissent pas Philippe Dick seraient super déçus d'aller lire les nouvelles après avoir vu les films. Parce que les nouvelles, elles sont souvent très courtes, c'est effectivement des nouvelles à chute. Donc l'intérêt, c'est principalement on nous raconte une histoire, puis d'un coup, paf, ça bascule dans autre chose. Mais il n'y a pas de quoi faire un film en général. Et quand on regarde Minority Report et qu'on va voir la nouvelle, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est le cas de la plupart des adaptations, pour Dick en tout cas. Oui. Vous avez vu peut-être iRobot avec l'adaptation de Will Smith. Avez-vous reconnu les nouvelles d'Isaac Asimov? Alors. Non, mais. Oui, tout à fait, oui. C'est l'adaptation du scénario. Non, mais ça dépend vraiment du statut de la nouvelle, en fait. Déjà, selon que le statut est canonique ou pas, déjà, il y a une volonté de respect plus ou moins de proximité avec la nouvelle d'origine parce que sinon ça entraînerait des problèmes, ou alors au contraire la volonté subversive de faire quelque chose de radicalement autre. Pour revenir à la question de la longueur et du long et du court, il y a des nouvelles qui sont effectivement étendues à la longueur d'un long métrage. C'est le cas de la nouvelle de Washington Irving que Tim Burton a adapté en amplifiant considérablement, en créant de nouveaux personnages, de nouvelles situations, etc., en démultipliant des situations qui existaient dans la nouvelle d'origine.
Donc là, on est clairement dans un cas particulier d'amplification pour faire un long métrage. Dans certains cas, effectivement, il y a des nouvelles qui donnent lieu à des courts métrages. Donc je crois qu'il y a tous les cas de figure en fait. Après, et il y a effectivement le cas de figure aussi de nouvelles qui sont adaptées. Bon, mais ça, c'est pas un exemple de science-fiction, mais comme tu as dit qu'on pouvait sortir de la science-fiction, c'est le cas de Shortcuts, film de Robert Altman, qui est adapté d'un certain nombre de textes de Raymond Carver, mais qui sont en quelque sorte eux-mêmes, comment dirais-je, associés par la veuve de Raymond Carver en recueil de nouvelles qui a servi de base pour le film. Donc là, on a un phénomène assez complexe de transformation d'un texte court en une série de textes courts qui fait œuvre en quelque sorte et ensuite adapté au cinéma, qui au contraire déconstruit les nouvelles, puisqu'au lieu d'adapter les nouvelles, je dirais de manière linéaire ou en termes de juxtaposition, on a un entrecroisement constant dans tout le film entre les différents textes en question. On passe de l'un à l'autre, à la fois par le son ou par l'image, et donc on a vraiment un travail tout à fait d'entrecroisement. Et ça, c'est un exemple qu'on peut trouver aussi dans des films plus proches, disons, de science-fiction. Alors après, c'est vrai que dans certains cas, on a du mal à reconnaître la source, effectivement. Voilà. Donc on a beaucoup de cas de figure. Voilà, dans tout ce que vous avez dit, il m'est venu une question. Ceux qui écrivent des nouvelles ou qui veulent en écrire, est-ce que vous considérez qu'une nouvelle c'est un début ou c'est un tout? Parce que si je veux faire un film à partir d'un texte court, une nouvelle ou un jeu vidéo, on me dit je suis obligé d'inventer parce qu'il n'y a pas suffisamment de matière. Mais est-ce que la nouvelle peut être considérée comme un premier pas? C'est-à-dire il y a bien la matière mais je n'ai pas tout écrit. Donc c'est un peu logique qu'on complète, ou alors au contraire c'est forcément un paquet cadeau, et s'il y a, très peu de choses dans la nouvelle, il y a très peu de choses, un point c'est tout. S'il y a beaucoup de choses, à ce moment-là il y a peut-être matière à faire un film. Alors c'est absolument pas lié à la taille du texte. Vous avez des romans très longs qui contiennent très peu de choses et à partir desquels on ne pourrait pas faire un long métrage. Et vous avez des nouvelles assez courtes qui contiennent tellement d'éléments, ne serait-ce que par la suggestion. On ne dit pas forcément tout dans la nouvelle, mais on pratique aussi l'ellipse. Quand c'est bien maîtrisé, le réalisateur, lui, il va forcément montrer des choses que nous ne montrons pas, mais que le lecteur peut s'imaginer et peut visualiser à partir des quelques éléments clés qu'on lui a fournis dans le texte. Voilà. Donc la nouvelle, c'est pas un début, c'est un tout. C'est un tout, et puis après, vous prenez, je vais parler d'un format court qui n'est pas tout à fait la nouvelle, qui est le conte. À partir de, par exemple, l'histoire de Mélusine, vous pouvez faire aussi bien un épisode court qui va passer pour la télévision, que vous pouvez faire un long métrage. Ça va dépendre de la façon dont vous voulez le traiter. Plus vous attardez sur la psychologie des personnages, les relations entre eux, ou bien le mode de vie qu'il y a autour à cette époque, etc. Donc c'est vraiment très très riche, et puis chacun peut se l'approprier, en faire ce qu'il veut. Il me semble qu'une majorité de contes sont des nouvelles, en fait, des formes courtes. Hein, Oui, mais c'est pas tout à fait le même rythme. Souvent, le conte, il y a un cheminement qui est bien particulier et qu'on ne va pas retrouver dans toutes les nouvelles. Une nouvelle à chute et un conte, ça se construit pas pareil, par exemple. Pierre, tu es romancier. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas d'abord écrit une nouvelle et ensuite écrit ton roman? Comment tu as fait? Tu as commencé par écrire un premier chapitre, vu si ça te plaisait, et après tu as décidé de développer comme si tu étais un cinéaste qui adaptait un texte de départ, ou est-ce que c'est une toute autre démarche? Ah non, c'est pas du tout comme ça que je procède. Déjà, je fais pour moi, la nouvelle, c'est un exercice littéraire en soi. C'est pas un petit roman, c'est pas la moitié d'un roman, c'est pas le premier chapitre d'un roman. C'est vraiment quelque chose de particulier qui demande, à mon avis, un talent particulier que, en l'occurrence, je pense ne pas avoir. J'ai beaucoup d'estime pour mes collègues novellistes, mais je reconnais. Enfin, c'est pas. On fait pas de la nouvelle pour se dire je vais commencer par la nouvelle avant de passer au roman. Ça me paraît, pour moi, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ce serait comme se dire je vais écrire une chanson et ensuite je vais peut-être écrire un opéra, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est deux démarches différentes, deux objets littéraires différents, tout aussi estimables l'un que l'autre. Il se trouve que lorsque j'entame l'écriture d'un roman, lorsque j'écris le premier mot de la première phrase. J'ai déjà l'intrigue qui est conçue, j'ai fait un plan, j'ai un découpage par chapitre, j'ai déjà toute l'histoire qui est prévue, j'ai beaucoup de travail préparatoire, donc je pars certainement pas à l'aventure. Et de ton côté, Amélie, plusieurs nouvelles, je crois, tu as écrites. Oui. Est-ce que c'est des choses qui vont se développer, qui vont se transformer en roman?
Non, pas du tout. Je suis assez d'accord avec Pierre. Une nouvelle peut, pour certaines personnes, être un prélude à quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la notion du nombre d'idées aussi que tu développes. Et en général, si on revient sur la thématique de pourquoi certaines nouvelles s'adaptent bien au cinéma, c'est parce que tu peux avoir une nouvelle à partir d'une seule idée forte. Et personnellement, je ne suis pas forcément convaincue que ça suffise pour faire un roman entier. Et par contre, ça peut suffire pour certains types de cinéma, et en particulier pour un certain nombre de blockbusters avec tout un tas d'autres choses. Et on parlait de Dick. Moi, le film le plus dickien que je trouve, qui n'a pas forcément été adapté de Dick, c'est Matrix. Mais il y a à peine la trame d'une nouvelle, et pourtant, ça fait un film entier que tu aurais raconté en... Hein ? Voir 3 films, plus une... Oui, alors je parle déjà du 1, mais tu vois, on est bien sur cette trame-là d'un film de science-fiction qui est basé sur une idée forte. Cette idée forte, elle va être déclinée dans tout le film. Bien sûr, il y a des ramifications, il y a un certain nombre de personnages, il y a quand même, il se passe des choses. Je ne suis pas convaincue qu'on aurait pu écrire un roman entier juste à partir de cette idée-là. Alors... Si je peux rajouter quelque chose. Il y a aussi un type d'ouvrage qui est le roman mosaïque ou roman morcelé. Et je viens juste d'en écrire et d'en publier un. Ça se lit comme un roman du début à la fin. Il y a des chapitres, mais certains chapitres sont des nouvelles. On a 2 exemples, tous à Zanzibar. On peut avoir aussi très curieusement des bandes dessinées romans graphiques comme Les Gardiens, qui peuvent avoir des nouvelles incluses dans le récit. Je comparerais davantage ça, par exemple, aux 1001 nuits, où à l'intérieur de la grande histoire qui est la relation de Scheherazade avec le sultan, il y a les contes qu'elle raconte, et où chaque conte peut être sorti des 6 volumes que des 1001 nuits pour faire une histoire à part entière. Si on prend Aladdin, en fait, c'est juste un conte, une nouvelle qui est à l'intérieur du vaste roman. Oui, donc à ce moment-là, donc la nouvelle n'est ni un point de départ ni un tout. Elle est une partie et un tout. Une pièce de puzzle. Voilà, en même temps. Et ça arrive aussi. On va parler univers partagé et chacun. Oui. Je vois quelqu'un qui voulait réagir dans la salle. Il y avait quelqu'un qui voulait réagir? Vous mélangez plein de choses. Tout ça, Zanzibar, c'est Oui, petite seconde. Non, c'est pas parce que je parle d'histoire courte. Tous à Zanzibar, c'est un roman. Il n'y a strictement aucun rapport avec une histoire courte dans Tous à Zanzibar. La seule chose, c'est que c'est un roman qui fonctionne sous une fragmentation, type cut-up, ce qu'on a eu chez Dos Passos. Éventuellement, ce à quoi faisait allusion Nathalie Do, c'est ce qui est un truc caractéristique généralement de la SF, c'est le mix-up. C'est-à-dire des auteurs, en particulier Van Vogt, qui a été caractéristique de ça, qui avaient publié différentes nouvelles et qui, après, pour des raisons en partie financières, trouvaient une trame, les modifiaient en partie pour les agencer dans un truc unique. Ça n'a rien à voir. Tous à Zanzibar n'a aucun rapport avec la nouvelle. Il y a une forme qui s'adapte à une volonté derrière. Et je suis très choqué d'aller à un festival sur la nouvelle où du début à la fin dans cette conférence, vous avancez l'idée que quelque part la nouvelle est une espèce de roman qu'on n'a pas réussi à mettre en place. C'est complètement à côté de la plaque. Alors, je n'avance aucune idée. Je donne des points de départ. Je demande votre point de vue. Merci. Vous n'écoutez pas la vue de beaucoup d'intervenants. Merci. C'est une critique très intéressante. Je propose de porter la candidature à la modération. La prochaine fois, ce sera avec plaisir. Je suis sûr de ne pas en voir. Si vous voulez jouer, on va être deux. Je veux absolument pas jouer. L'idée, c'est simplement de donner le plus de points de vue possible. Ce point de vue est très intéressant aussi. Est-ce que je pourrais poser une question du coup aux gens? Parce que je profite pour être là aussi. Oui, bien sûr. C'est moi une question que je me pose sur la nouvelle et du coup je profite d'avoir des auteurs sous la main. C'est au niveau de la publication et comment vous gagnez votre vie. Parce que autant vous la gagnez pas. Alors je pose quand même la question. Autant moi je vois comment acheter un roman et j'achète des romans pour les lire. Mais une nouvelle certainement pas. Et un recueil de nouvelles, ça demande déjà d'en avoir fait un certain nombre et tout ça. Comment vous en sortez avec ça du coup? Vas-y, je te laisse commencer. Déjà, les nouvelles se publient aussi en revue, se publient aussi en anthologie.
Donc là, c'est comme un recueil de nouvelles, sauf qu'au lieu d'avoir toutes les nouvelles écrites par le même auteur, chaque nouvelle est écrite par un auteur différent et elles sont rassemblées en général par une thématique commune. Voilà. Et puis après, oui, effectivement, les recueils, c'est à partir du moment où on a constitué déjà un certain corpus, mais on peut aussi avoir une thématique pour le recueil. Il commence, je dirais, enfin, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Nathalie, où effectivement, on a de plus en plus, avec l'arrivée du numérique, la possibilité d'acheter des nouvelles à la pièce également. Je sais que, moi j'ai publié plusieurs recueils de nouvelles, dont les nouvelles pour l'instant, les recueils ne sont pas disponibles en tant que tels en numérique, mais chacune des nouvelles peut être achetée à la pièce. Même si personnellement je conçois mes nouvelles pour être à terme reprises dans des recueils. En fait. Et pour la question comment est-ce qu'on vit sa vie avec, déjà avec des romans c'est compliqué, mais alors avec des nouvelles, c'est pas comme ça qu'on la gagne. Je peux te répondre en creux en quelque sorte. Je vis de ma plume, je suis romancier et j'écris pas de nouvelles. Je pense que c'est un bon résumé. C'est tout simplement parce que je vais être très trivial. Hein, c'est pas d'un bon rapport la nouvelle. Ça demande beaucoup de travail, ça demande une idée, ça demande donc déjà à la base, ça va écoute, mettons que j'évalue qu'il me faut 15 jours ou 3 semaines pour écrire une nouvelle. Donc je vais consacrer 15 jours ou 3 semaines à un type de produit qui va être cette nouvelle que je vais ensuite pouvoir placer ou pas. Admettons que je puisse la placer après, hein, mais rien que là, ce que cette nouvelle va me rapporter pour ces 2 semaines ou 3 semaines de travail n'est pas d'un rapport assez intéressant pour que je puisse moi ensuite en vivre. C'est trivial, hein, mais moi je suis obligé de me poser ces questions parce que mon épicier, lui, il me demande pas de le payer en nouvelles, tu vois, on n'est pas sur la lune de Cyrano de Bergerac, je peux pas le payer en poème. Donc par contre, si je me dis ouais, mais c'est donc du coup ces 2 ou 3 semaines, il vaudrait pas mieux que tu les passes à travailler sur un roman, quoi, à développer ton roman. Alors évidemment, c'est pas en 2-3 semaines que je pourrai un roman non plus, hein, mais ce sera sans doute d'un meilleur rapport. Et ensuite, en effet, ça a déjà été rapidement évoqué, il y a le problème de qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si ensuite moi je prends le nombre de jours ou de semaines que je vais passer à écrire un roman et que je mets ça en rapport avec l'avance sur droit que je vais toucher, je parle pas des droits ensuite, mais rien que l'avance, quoi. Je vois combien je gagne à la journée. Je peux en aucun cas gagner ça en écrivant des nouvelles. C'est vraiment. Alors là, pour le coup, c'est impossible parce que en général, les nouvelles, c'est publié dans des anthologies. Qui sont pas forcément dotées de moyens démentiels. Donc du coup, tu te retrouves avec ta nouvelle qui va être, je sais pas, moi une fois on m'a proposé d'écrire une nouvelle pour 20 €, quoi. Là j'ai dit non. J'ai dit non, tu proposes de me payer, moi je vais travailler et ça va me rapporter 4 paquets de cigarettes. À l'époque c'était 4 paquets de cigarettes, maintenant c'est 3. Je dis je peux pas, quoi. Là, si encore j'avais une nouvelle sous le coude, je te rendrais volontiers service, mais là j'ai pas. Donc pour moi les nouvelles, j'en ai écrit que 2 ou 3, là j'en ai écrit une récemment, mais pour moi c'est du pro bono en fait. Il y a une entour que j'aime bien, ou un festival que j'aime bien, en l'occurrence c'est des Trolls et Légendes, festival que j'aime beaucoup. Ils m'ont demandé de participer à leur entour, pour une fois j'ai dit oui, et puis mais d'un point de vue, je pense pas qu'un nouvelliste puisse vivre de sa plume, quoi. Déjà romancier c'est pas facile, mais alors avec des nouvelles il y a même pas le marché, quoi. Il y a pas l'économie pour le faire. Voilà, c'est peut-être un problème de modèle économique. Par exemple, c'est complètement différent dans les années 30 ou 50, où cette fois-ci, les revues sont un moyen pour les auteurs de science-fiction. Ouais, c'est ça, c'est l'absence de revues. D'une certaine manière, les auteurs de BD sont trouvés la même problématique quand toutes les revues de BD se sont cassées la figure, où ils étaient plus payés à la page au fur et à mesure avant publication. Mais ça, c'est un problème structurel, quoi. C'est vraiment structurel. C'est aussi, il faut reconnaître que, et ça, les éditeurs, alors c'est le serpent qui se mord la queue, parce que les éditeurs, ils savent aussi que les nouvelles, ça se vend moins bien que les romans, donc ils en font moins, donc du coup ça se vend forcément moins bien vu qu'on en fait moins. Mais pour être un peu trivial, il y a quelques mois, je suis à une convention et quelqu'un vient de me dire bon ben voilà, j'aimerais bien vivre de ma plume. Je dis c'est d'accord, c'est très bien, bon courage, bonne chance. Il me dit voilà, j'écris des nouvelles. Je lui dis tu préférerais pas gagner ta vie, quoi, parce que j'admire absolument le travail de novelliste, mais c'est pas avec un recueil de nouvelles. Un auteur débutant qui vient avec un recueil de nouvelles chez un éditeur, il va avoir du mal à être publié, et chez un gros éditeur qui aurait éventuellement les moyens de faire vivre cet auteur, leur recueil de nouvelles va probablement pas l'intéresser. Alors, c'est vrai que le rapport à l'argent, ça nous fait vivre, parce qu'il faut bien manger et tout le reste, mais la nouvelle aujourd'hui, si on ne peut pas en gagner sa vie en écrivant des nouvelles en France, c'est une question de modèle économique, ça sera peut-être pas toujours vrai, ça sera peut-être plus jamais le cas, je ne sais pas.
Donc je vous propose de revenir juste à une autre dimension qui va nous ramener à nouveau vers le cinéma, vers le jeu vidéo et vers les séries télé, c'est les univers partagés. Puisque quand on prend par exemple les nouvelles de Lovecraft, ces nouvelles ont tellement impressionné ses amis qu'à un moment d'autres personnes se sont mis à écrire, et tout ça c'est devenu un jeu de rôle dans les années 80, c'est une collection de films, bon c'est du fantastique, ce n'est pas de la science-fiction ou de la fantasy si vous préférez, de l'horreur souvent, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça, écrire dans le même univers, et au niveau du cinéma, qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui sont liés à un seul univère? Je peux faire juste un petit retour en arrière, parce que il me semble que la question qui se pose pour la nouvelle, bon, de différentes manières, selon les époques, effectivement, se pose aussi pour le court-métrage. Donc, ce qui explique souvent pourquoi les nouvelles donnent lieu à un long-métrage et non pas un court-métrage. Et quand, par exemple, pour moi, une des plus belles adaptations de nouvelles, et c'est un metteur en scène qui est sans doute pas forcément très connu, Jean-Daniel Paulet, a fait une adaptation du Horla. Il l'a fait dans le cadre d'un film quasiment publicitaire, enfin subventionné par une firme pharmaceutique, je crois, et c'est un film fauché avec très très peu de moyens, avec Laurent Terzieff, c'est tout, et puis voilà, et le génie de la caméra de Paulet. Mais c'est pas du tout commercial, les gens ne connaissent pas. Et en fait, c'est souvent ça qui se passe. Il y a très très peu de voilà. Et dans certains cas, alors on parlait tout à l'heure de la densité, effectivement. Pour revenir à la chute de la maison Usher, Epstein s'est servi de Poe parce qu'il avait ce qu'il ressentait comme des affinités électives avec Poe. Une conception du temps en particulier très proche, et donc il a fait un film d'avant-garde, un film expérimental à partir d'un texte qui recelait des potentialités visuelles particulièrement fortes. Voilà. Et donc là on a vraiment un respect de la nouvelle qui est un art extraordinaire, effectivement. C'est un art de... Voilà, il faut savoir ciseler une nouvelle, ça demande une maîtrise stylistique absolument remarquable, et ça demande effectivement une très grande concentration, puisqu'en peu de pages, on doit exprimer comme Poe, comme Bierce, comme les grands nouvellistes américains, ou les grands nouvellistes de tous les pays, ou Calvino, etc. Ça demande effectivement un travail considérable, et effectivement qui n'est pas malheureusement reconnu nécessairement par les éditeurs et par le public à sa juste valeur. Alors pour revenir aux univers, je dirais que Lovecraft, bon, Roger pourra certainement réagir puisqu'il est en train de préparer un recueil là-dessus, de textes sur Lovecraft. Lovecraft n'a pas été très bien servi par le cinéma. Faut bien le dire, les meilleurs films Lovecraftiens, ce sont des films qui ne sont pas des adaptations de nouvelles de Lovecraft. Là encore, à part quelques films amateurs qui sont remarquables, mais qui sont très peu connus. Par contre, effectivement, il y a, on pourrait dire, un univers Lovecraftien qui est totalement, je dirais... intergénérique, intermédiatique, c'est-à-dire qui concerne tous les médias, la littérature, le cinéma, les jeux, etc. Et bien sûr les jeux de rôle, on en a un exemple ici. Mais c'est vraiment au niveau de l'univers, de certaines thématiques, de certaines ambiances, de certaines architectures urbaines par exemple, etc. Des monstres évidemment, mais tout ceci n'a rien à voir à la limite avec effectivement l'adaptation d'un texte Lovecraftien en termes de court-métrage ou de long-métrage. C'est vraiment effectivement la notion d'univers partagé, tout à fait, et de plus en plus. C'est-à-dire que Lovecraft a été un petit peu occulté après avoir connu un grand succès dans les années 70-80, etc. Il est revenu avec le jeu de rôle, mais maintenant c'est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'en fait, dans les séries télé, dans les jeux vidéo, etc., il y a vraiment on retrouve énormément d'éléments de ce qu'on pourrait appeler l'univers mythique Lovecraftien. Voilà. Alors on a la chance d'avoir des auteurs. Est-ce que vous avez voulu créer un univers partagé, c'est-à-dire un peu comme J.K. Rowling, avoir un site, poster quelques nouvelles, inviter les lecteurs à entrer dans le même univers? Est-ce que vous, en tant qu'auteur, c'est quelque chose que vous avez eu envie de faire? Moi, je ne fonctionne pas du tout en termes d'univers. Je prends plutôt... Enfin, déjà, c'est ancré dans un quotidien avec simplement des petits éléments de surnaturel. Pour moi, c'est un moment d'une vie d'un personnage. Et quelqu'un m'a contacté un jour il avait envie d'essayer d'adapter une de mes nouvelles en jeu de rôle et d'essayer d'extrapoler des règles à partir de ce qui avait été fait. Je lui ai laissé le champ libre s'il voulait le faire. J'étais même étonnée qu'à partir de quelque chose d'aussi concis, il arrive, lui, à avoir des pistes, en tout cas à creuser. Parce que moi, je prends vraiment un instant de la vie d'un personnage. Et je ne raisonne absolument pas en termes d'univers ou même d'histoire sur le long terme. Donc si des gens veulent le faire, moi j'en suis ravie, mais je n'arrive pas moi-même à me projeter assez loin pour ça. Pierre, c'est une idée qui te plaît d'avoir, je sais pas, comme J.K. Rowling, sa possibilité d'ouvrir un de tes romans et d'avoir tes lecteurs qui apposent des pierres? C'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu as envie de faire?
Déjà, je sais que moi, fondamentalement, je sais pas si j'apprécierais particulièrement. Enfin, si, ça pourrait m'intéresser comme exercice, pour voir si ça plaît, en fait. J'essaierais peut-être de m'essayer dans l'univers de quelqu'un, mais il faudrait que ce soit quelqu'un que je connais bien, je pense. Pour ce qui est de mes univers qui soient adaptés par d'autres, ça l'est plus ou moins avec les Lames du Cardinal a donné naissance à un jeu de rôle. Et donc, il y a régulièrement les samedis ou vendredis soirs, quelque part, un peu partout en France, des gens qui recomposent, recréent l'univers à partir du jeu de rôle. Ça, moi, j'en suis ravi. Je suis ravi que l'univers continue à vivre, que là, on peut parler plutôt que d'univers partagé, plutôt d'univers étendu. Moi, ça me plaît beaucoup. Au niveau littéraire, ensuite, l'idée est toujours charmante, mais il y a la vraie vie, il y a les vraies difficultés, il y a le fait de, quand bien même ces textes existeraient, il y en a peut-être sur Internet. Moi, je sais pas. Je fais assez peu. Je suis pas allé voir s'il y avait de la fanfic sur mes univers. J'ai jamais cherché ça. C'est peut-être le cas. Vraiment, je l'ignore. Très sincèrement. Par contre, ensuite, si ça devait devenir quelque chose de publiable, sous quelle forme, pour quelle diffusion, etc. Enfin, il y a tas d'autres problèmes qui se posent auxquels il faudrait songer. Mais oui, moi, pourquoi pas, si quelqu'un venait me voir pour me dire, voilà, j'aimerais publier une nouvelle inspirée de Au Royaume ou des Lames du Cardinal ou de Willstadt, a priori, ma réponse serait un oui de principe. Reste à voir ce qu'il en fait et comment. Nathalie, tu en penses quoi? Alors, un de mes modèles, justement, c'est Marion Zimmer Bradley, qui a pratiqué l'univers partagé avec la romance de Ténébreuse, même si sur la fin, elle a été obligée d'arrêter parce qu'il y a eu des auteurs qui n'ont pas été suffisamment respectueux. Mais c'est vrai que je bâtis un univers depuis juillet 1987. Certains de mes amis étaient même pas nés. Les romans ont commencé à sortir. J'ai écrit aussi des nouvelles dans cet univers. J'avais commencé à créer un jeu de rôle dans cet univers. J'ai des lecteurs qui aimeraient que justement on aille plus loin, qu'on fasse un jeu de cartes, qu'on fasse un jeu de rôle, qu'on fasse même un jeu vidéo, pourquoi pas même un MMORPG dans cet univers. Donc je leur ai toujours dit, on attend que j'ai fourni plus de matière parce que c'est un univers. Je sais que moi, ma vie suffira pas à l'explorer complètement et je vais essayer de donner tout ce que je peux. Mais si d'autres ensuite veulent s'en emparer et l'explorer et me montrer des choses de ce monde que j'ai pas eu le temps de moi-même d'aller explorer, j'en serais ravie. Mais après, il faut aussi que l'éditeur soit d'accord, mais si les romans marchent bien, comme l'espère mon éditeur, si l'univers prend de l'ampleur, pourquoi pas diriger un jour une anthologie, comme le faisait Marion Zimmer Bradley, où d'autres auteurs publieraient des nouvelles inspirées de cet univers. Voilà. Merci. On va passer du passage de l'écrit à l'image. Richard, donc tu as créé une web-série. C'est pas de la fiction, mais quand même tu l'animes comme si c'était des histoires. Tu racontes des anecdotes. Tu as, des chutes plusieurs fois et des absences de chute. Est-ce que tu peux nous parler du moment où toi tu crées ton cours, tes interventions et tu le transformes en quelque chose de visuel? Comment? C'est un peu trop là. Enfin, c'est pas de la fausse humilité, mais c'est pas de la création. Enfin, c'est le début quand même. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, juste je rassemble des extraits de films que je n'ai pas tournés, voilà, et je les mets ensemble avec quelques animations que parfois je fais moi pour expliquer de la physique. Mais la partie création, c'est essentiellement mettre tout ça ensemble. Donc restons modestes. Voilà. Ça reste de la narration. Après, il faut aller du point de départ à tout à fait. Et que ce soit cohérent. Voilà, c'est comme un collage. Voilà. Et alors effectivement, il y a une partie de raconter une histoire autour de ça, mais ça après je pense que c'est tout document qui a une ambition pédagogique, c'est ça. Il faut trouver une histoire, il faut arriver à amener la personne. L'étudiant, la cible, je ne sais pas comment dire, mais la personne à qui on s'adresse, à l'amener quelque part. À la fin, on veut que la personne ait retenu ou compris ça, ou soit intéressée par ça. Donc, de ce point de vue-là, il y a un point de départ. Voilà, la personne, a priori, ne connaît pas grand-chose ou n'a pas compris. Voilà. À la fin, on veut qu'elle ait compris. Et il y a un chemin à faire. Donc, c'est une histoire. Dans cette histoire, il y a certains passages obligés. Voilà, moi, je suis obligé des fois de parler d'un petit peu de physique, de montrer éventuellement une formule, voilà, d'expliquer des choses. Et ça, c'est balisé. Mais c'est un chemin qui est pédagogique. Voilà, c'est pas un chemin qui est romancé ou. Mais à un moment, tu décides qu'est-ce qui sera l'image, qu'est-ce qui sera pas l'image. Comment tu décides si tu vas, par exemple, illustrer telle formule ou pas?
Quel est le critère? Ça va Voilà. être drôle, ça va être pertinent, c'est Alors, important. drôle, je compte sur le fait que je suis quelqu'un de très drôle à la base. Ça, en général, ça fait pas rire, mais ok. Non. Donc, je mets pas en scène l'humour ou tout ça. Je mets en scène vraiment le. En fait, ce qui se passe, c'est que je mets les films bout à bout avec. En racontant cette histoire, en emmenant les gens là où je veux. Et après, je me suis mis devant le micro pour la web-série, en tout cas. Je me suis mis devant le micro en faisant dérouler l'ensemble de ça. Puis je me suis enregistré en réagissant à ça, en expliquant en direct, en reprenant des fois des choses, mais en expliquant en direct, en faisant quelques petites blagues, pas toujours très drôles dessus, mais voilà, c'est ça l'idée. Mais il n'y a pas autant de construction que. Je pense à. Enfin, quand tu me demandes quand même comment j'ai fait ça, je pense à un documentaire que j'ai vu après coup, mais du coup, je pense m'aurait servi de modèle pour les gens qui ont vu ça. Un truc qui s'appelle Moonwalk One, qui est un documentaire qui a été fait dans les années 1970. Et c'est un gars qui disposait des images d'archives de la NASA sur la mission Apollo 11 et qui a tout mis ensemble pour raconter ça. Donc en fait c'est un collage, il n'a pas tourné, il n'y a pas un mètre de bobine qu'il a fait lui, il a tout collé ensemble pour raconter cette histoire et donc ça se... À ma petite échelle, ça s'apparente plutôt à ça. Voilà, un collage, comme tu disais, un collage de documents qui existent pour essayer, moi, de raconter une histoire. Et quelle est la différence à ce moment-là entre un collage et une nouvelle ou un film? Parce que je fais une nouvelle Lovecraftienne, je vais récupérer une créature de Lovecraft, je vais récupérer un héros de Lovecraft, et non, pas du tout. Oui. En fait, là, tu es en train de dire que c'est un petit peu comme si tu comparais le collage qui est fait là. Quelle est la différence? Ben, la différence, c'est ce que tu nous. Si tu le transposais en littérature, ce serait je découpe un paragraphe de cette nouvelle de Lovecraft, puis je vais découper tel autre paragraphe dans telle autre nouvelle, et puis je les mets bout à bout et ça reforme une histoire. Mais où est la part de. Enfin, nous, on n'écrit plus là. On fait du découpage et du collage, simplement. D'accord, Mais donc c'est juste le degré ça a rien de à voir avec création, la l'écriture quantité d'une de nouvelle. choses qui appartiennent à l'auteur même. Bah après, c'est pas du tout la même démarche, en fait. Là, il y a un message pédagogique à faire passer. Donc, on va l'illustrer, enfin, tu l'illustres avec des documents. Déjà, son talent, c'est sa culture générale qui lui permet de connaître toutes ces images, toutes ces sources, sa pertinence pour sélectionner les meilleurs pour appuyer son propos, et puis la science, la connaissance de l'argument scientifique qu'il va développer là. Ça n'a rien à voir avec le fait de raconter une histoire qui nous appartient et on peut à la limite faire une citation, s'appuyer sur un bout de texte d'un autre auteur, mais après c'est du plagiat. En littérature, ce serait du pur plagiat de prendre des bouts de paragraphes d'un autre auteur, de les coller et puis de les signer de notre nom. Gilles, qu'est-ce que tu en penses Je voulais donner un exemple aussi, alors qui est assez différent, qui n'est pas vraiment pédagogique, et quand même. Alors je ne me souviens plus du nom du metteur en scène, je crois qu'il est. Enfin, metteur en scène, disons du filmeur, je ne sais pas comment dire, pour parler comme Alain Cavalier. C'est à propos du 11 septembre, en fait, il y a quelqu'un qui a fait un montage, vous avez peut-être vu ça, je crois que c'est disponible sur YouTube, un montage d'extraits de films, je crois qu'il y a 62 extraits de films, de films catastrophes, de films de science-fiction, etc., depuis les années 50, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, et qui en fait retrace ce qui s'est passé avant le 11 septembre, pendant et après. Et franchement, c'est assez impressionnant. Et effectivement, c'est un vrai travail créatif, bien que ce soit paradoxalement pas créatif, parce que ce sont un assemblage justement de morceaux, mais c'est tellement bien fait, avec évidemment des variations de rythme, de durée, etc., un travail de montage absolument remarquable, que ça devient une œuvre d'art, même si effectivement, et une œuvre d'art avec une portée idéologique très très forte, effectivement, et ça montre que finalement, on pourrait dire que 2001, sans parler comme les conspirationnistes, c'est une fiction. Plus exactement, ça a été anticipé par la fiction avant d'avoir lieu dans la réalité. Mais quand on fait une adaptation, est-ce que ça reste une œuvre originale? C'est-à-dire, est-ce que la nouvelle existe encore? Est-ce qu'elle a complètement disparu derrière? Par exemple, voilà, Total Recall, moi je sais pas. Total Recall 1, Total Recall 2, c'est un mélange de 2 nouvelles, 3 nouvelles? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que le fait de refaire un film, encore et encore, c'est encore une œuvre originale? Moi, j'avoue que pour reprendre l'exemple de Total Recall, je crois que c'est un film qui est quand même assez fidèle à l'esprit, entre guillemets, dickien. Je parle du premier, j'ai pas vu les autres, et voilà, les remakes, disons, un peu commerciaux, etc., ça m'intéresse pas forcément. Mais le premier, Total Recall de Paul Verhoeven, je pense que c'est quand même un film qui
qui respecte quand même sa source malgré tout, même s'il prend des libertés, mais des libertés créatrices, et ça c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Mais par contre, la manière dont l'univers est décrit, ce jeu sur les simulacres, sur l'implantation des rêves, etc., c'est d'ailleurs une des grandes thématiques quand même du cinéma de science-fiction depuis les années 80, hein, l'implantation de rêves artificiels, etc. L'implantation artificielle de rêves, pardon. Alors, donc je pense que ça reste... On reconnaît, me semble-t-il, l'univers de Dick. Je vais revenir aux auteurs. Le cinéma, c'est à la fois la forme longue et la forme courte. Hein, c'est un ensemble. Lequel de vos récits, nouvelles, romans, vous auriez envie de voir au cinéma ou à la télévision ou en jeu vidéo? Et pouvez-vous dire si vous avez une préférence? Vous préfériez être adapté plutôt en bande dessinée, etc., etc. Qu'est-ce qui vous plairait? Alors, je sais pas, peut-être Mélanie, qu'est-ce que tu aimerais voir de toi? D'être surprise, surtout, moi, j'arrive pas à imaginer. En fait, on pose souvent en plus la question, est-ce que j'aimerais bien être adapté au cinéma, etc. J'ai conscience de plusieurs choses, c'est que déjà, bon, c'est assez improbable que le récit arrive entre les bonnes mains, arrive jusqu'à la personne qui potentiellement soit intéressée, ait un projet et les moyens, etc. Donc, voilà, il y a déjà ça. Et qu'en plus, il faudrait que je m'attende, et c'est un peu ce qu'on disait, il faudrait que je me prépare à l'idée que ce que je verrai à l'écran n'est pas ce que moi j'avais en tête déjà, n'aura peut-être plus grand-chose à voir, il faut que j'apprenne à m'en détacher. Donc fatalement, c'est une expérience qui m'intéresserait. Je pense aussi que ce serait quelque chose d'assez déstabilisant, et quelque part, je veux pas me poser ces questions-là. Si ça doit arriver, c'est génial. Ne serait-ce que d'un point de vue financier, après ça peut ramener du minimum déjà, même si le film est raté, il me rapportera peut-être quelques sous, c'est déjà ça. Mais je veux pas avoir d'attente, et forcément ce qui sera à l'écran ou sur la page ou autre ne ressemblera pas à ce que j'ai vu. Donc moi, si quelque chose doit arriver, je préfère être surprise, je veux pas me poser la question avant. Il faut quand même bien se persuader d'une idée, c'est que le cinéma ou la télé et la littérature en face, c'est deux médias qui n'ont pas du tout les mêmes modes d'expression, ils n'ont pas les mêmes grammaires. Donc ce qu'on peut, des informations, des émotions, même des scènes qu'on peut décrire, qu'on peut imaginer pour un écrit, ne seront absolument pas adaptés à la télé ou au cinéma et justifieront une réécriture parfaite ou complète ou des ajouts ou des retraits. Moi j'ai une chose à laquelle je pense souvent et finalement ça rejoint ça, c'est plutôt sur ce qu'on appelle les biopics, les films historiques, les films qui racontent l'histoire de quelqu'un qui a vraiment existé, etc. Et parfois on entend dire mais cette scène elle est jamais arrivée. Oui, c'est possible que cette scène ne soit jamais arrivée, sauf qu'elle sert à exprimer le fait pourquoi ce type tout d'un coup il a basculé dans le nazisme ou alors il a décidé de faire ceci ou cela. C'est pas du tout la même grammaire. Là où on peut expliquer en littérature sur une page l'évolution psychologique du personnage et pourquoi le cinéma va peut-être être obligé de passer par une scène de dialogue, de conversation avec peut-être deux personnages qui ne se sont jamais vraiment rencontrés ou en tout cas qui ne se sont jamais dit ça à tel endroit, à tel moment, sauf que dans le contexte du film, cette scène a un sens, le lieu où elle se passe peut également avoir une signification, tout ça est pour finalement faire passer la même information mais via des moyens très 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 différents. C'est pour ça que lorsque l'on parle d'adaptation au cinéma de films ou de bandes dessinées, comme par exemple ce qu'a fait Chabat avec Mission Cléopâtre à partir d'un Astérix, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est pas tellement de savoir si on retrouve la même scène, s'il y a le même cadrage, si telle scène qui est dans le roman ou dans la bande dessinée se retrouve au cinéma, etc. Ce qui m'intéresse ce que j'ai envie de voir, c'est de me dire ah ouais, ce type-là il a compris la BD et il a décidé d'utiliser le matériau cinématographique pour faire passer la même chose. Et il me semble que c'est plus ça, respecter une œuvre d'art quand on passe d'un média à l'autre. C'est respecter l'intention de l'auteur, respecter l'émotion qu'on a eue, et si ça doit passer par des moyens différents, et ça doit obligatoirement passer par des moyens différents, il n'y a pas d'option, je pense que c'est préférable. Et c'est pour ça que je respecte, j'aurais toujours plus d'admiration d'un point de vue artistique pour l'Astérix réalisé par Chabat, qui me semble être dans l'esprit, avec des choses avec des moyens modernes, des scènes totalement inventées qui ne sont pas dans la bande dessinée. Mais je suis intimement convaincu, je peux me tromper, que si Goscinny l'avait vu, il aurait dit ah ben oui, mais
c'est exactement ça, bravo camarades, on fait partie de la même bande. D'autres shows, d'autres films qui sont probablement plus respectueux dans les décors, dans la mise en scène de la BD, me semblent plus trahir l'esprit de la BD que ne l'a fait Chabat avec un véritable amour pour la BD. Mais d'ailleurs, c'est lui-même un très très grand amateur de bande dessinée et il vénère Goscinny. Tout ça, ça a un sens. Je pense que ce sont des éléments d'explication sur le produit fini. Et donc pour un roman, pour une BD, c'est pareil. Moi, j'attendrai beaucoup. Au contraire, j'aurais très 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 envie et j'aimerais beaucoup, d'une certaine mesure, si ce n'est participer au processus, mais pouvoir y assister à l'occasion, c'est de voir comment des auteurs de scénarios, comment des cinéastes se diraient, bon voilà, avec ce matériau-là, comment est-ce que nous, on peut faire passer ça au cinéma? Quels sont les moyens qu'on va utiliser? Cette scène, elle est très bonne, elle a beaucoup de sens dans le roman, c'est un moment capital dans la vie du personnage ou dans l'histoire de l'univers, mais comment nous, on peut l'exprimer? Parce que ça, on peut pas le faire. On va pas mettre une caméra en plan fixe avec un type qui le raconte. Donc, comment on va faire? Et ça, je trouve que c'est, pour le coup, passionnant. Bien sûr, oui. Non, justement, c'est la question que je voulais poser aux auteurs. Est-ce que vous accepteriez justement de collaborer au script d'un éventuel film? Moi, j'accepte. Bon, j'ai une de mes séries qui a été optionnée par une société de production. Alors, il y a bien un truc dont on s'embarrasse pas, c'est l'auteur. Soyons tranquilles tout de suite. Voilà. Alors, moi, j'aimerais beaucoup. En même temps, il faut aussi être conscient. Je me suis dit, en même temps, c'est pas mon domaine. Et j'ai pas envie d'être le mec chiant qui vient emmerder éventuellement, excusez-moi, je suis un peu lié à de très bons professionnels qui, eux, connaissent leur métier qui n'est pas le mien. Donc, évidemment, j'aimerais bien pouvoir m'assurer que la chose va être bien faite, mais est-ce que j'ai seulement les moyens de le juger? C'est mais en tout cas, le problème s'est pas posé, puisqu'on m'a demandé de signer en bas d'une page. Moi, j'ai vu le chiffre qu'on me proposait, le chiffre m'a satisfait, et j'ai signé. Voilà, pour le truc. Là, pour le coup, c'est assez Woody Allen, cette take de Money and Run. On verra bien. De toute façon, les chances que tout ça aboutisse, puisque ce n'est qu'optionné, c'est pas du tout une maison de production, il n'y a pas de production qui est lancée. Si ça doit aboutir à quelque chose, c'est comme ça que ça commence. Par contre, on est loin d'arriver à ce que ce soit un jour il y ait une avant-première, mais je m'attends tout à fait à être foulé par la sécurité à la première du film. Je me fais à ce niveau-là absolument aucune illusion. Amélie, lequel de tes personnages, parce que tu dis, ah oui, ça va être l'heure, donc il faut peut-être... Oui, on a commencé en retard. Il y a un personnage dont tu as envie de voir le visage sur grand écran, qui s'anime chez toi? Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Pierre, parce que je suis entièrement d'accord. Je pense qu'une bonne adaptation, elle est de préférence assez éloignée du texte, et de la même façon, un bon texte, à mon sens, ne doit pas essayer d'être cinématographique. C'est-à-dire que quand tu lis quelque chose où on essaye de te décrire visuellement alors que tu ne le vois pas, personnellement, je trouve que ça fonctionne pas bien. Donc après, pour répondre à ta question d'adaptation, moi personnellement, non, j'ai pas de... Il y a beaucoup de choses que j'ai lues, que j'aimerais bien voir adaptées. Par exemple. Et beaucoup de choses que j'ai lues, que j'ai vues adaptées, que j'ai pu ne pas trop aimer non plus. Par exemple, j'adore littéralement Le Trône de Fer et je suis incapable de regarder la série parce que c'est pas la façon dont moi j'avais imaginé les personnages et les décors, alors que je m'étais tellement identifiée quand je l'ai lu que ça m'a dérangée. Donc j'aimerais beaucoup voir les nouvelles de Mélanie adaptées, mais je suis pas sûre de pas être déçue aussi. Nathalie, une de tes histoires au cinéma, laquelle? Ça va paraître étrange, mais j'ai écrit une nouvelle à la mode de Bretagne qui s'appelle Aénor. Quand je l'ai écrite, je pensais énormément à une adaptation télévisuelle de Mélusine que j'avais vue. Et je me dis que ce texte-là, il aurait fait un bon film de télévision, pas de cinéma. Vraiment, quand je l'ai écrite, je pensais à la télévision. Donc voilà, maintenant, seul le destin nous dira si un jour ça arrivera ou pas. Très bien. Je sais qu'on est en retard, on a commencé très tard. Est-ce que quelqu'un veut reposer des questions à nos auteurs, nos connaisseurs en cinéma, nos scientifiques? Oui. Merci.
Oui, tout à l'heure vous parliez de modèle économique, de site internet. En fait, je voulais juste avoir votre avis par rapport à des sites de diffusion d'écrits en ligne. Par exemple, vous parliez du fait que les nouvelles actuellement n'étaient pas trop adaptées parce qu'il n'y avait pas vraiment de modèle. Mais via ce moyen de diffusion, si mettons il y a un site qui permet à un auteur de choisir son modèle économique, libre, gratuit, participatif, payant, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant, vous pensez? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Je voulais votre avis. J'ai un de mes éditeurs qui publie des nouvelles à la pièce, indépendante. C'est vendu 0,99 € la nouvelle. Et malgré le fait que ce soit sans DRM, que ce soit à tout petit prix, les ventes sont minimalistes. On ne peut pas en vivre, même là. Ok. Et même alors qu'ils donnent un bon pourcentage aux auteurs. Parce que vous avez, au niveau du numérique, c'est une grande bataille en ce moment. Je fais partie du SELF, qui est le syndicat des écrivains de langue française, et on se bat avec d'autres syndicats pour la défense des auteurs, et notamment au niveau numérique, parce que vous avez des éditeurs qui proposent les mêmes pourcentages, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas dépasser 10% sur le numérique que sur le papier, alors que dans le numérique, vous n'avez pas la partie fabrication papier, coût de l'impression, et en plus, quand c'est vendu directement, que ça ne passe pas par les plateformes qui prennent des pourcentages assez exorbitants, puisque Numilog prend 50%. Donc il y a la marge pour lui, la marge pour les libraires qui vont ensuite vendre à leur tour les textes. Il reste donc 50% à se partager, je parle du hors-taxe, entre l'éditeur et l'auteur. Que l'éditeur garde 40%, alors que la maquette, souvent, c'est quasiment la même que celle du livre papier, que la conversion en e-pub n'est pas extrêmement complexe. Ça paraît un petit peu injuste. Donc même quand on a des éditeurs qui vous proposent un bon pourcentage, la vente en numérique, vu le marché actuel du numérique, rapporte pas. D'accord, c'est surtout la marge qui est bloquante, quoi. Bon, en plus, même si le pourcentage, même si on négocie et on obtient, moi j'ai un éditeur qui est très bien pour ça, il est cool, hein. Mais même si on obtient un pourcentage bien supérieur sur le numérique que sur le papier, il faut jamais oublier que c'est pas pour le même prix de vente. Moi j'ai souvent entendu dire il y a même une petite polémique à un moment sur Internet d'un éditeur disant regardez, le numérique ça propose 25% aux auteurs, c'est mieux que le papier qui propose que 10%. Moi j'étais obligé de lui dire que 25% d'un petit gâteau, ça pouvait être beaucoup moins que 10% d'un gros, hein, et que c'était pas le même prix de vente. Donc avant de se réjouir, oui c'est très bien 25%, mais si c'est 25% de 8 €, je préfère avoir 10% de 25 €. Donc il faut aussi penser à ça. Maintenant pour ce qui est du succès possible de la nouvelle, je pense que de toute façon là oui, surtout pour la nouvelle, plus particulièrement, je pense qu'Internet pour ça est vraiment bien. Je crois que même la diffusion via des blogs est particulièrement adaptée à des formats courts. Avec les romans, c'est quand même plus embêtant, ça peut être plus pénible à lire, plus difficile à diffuser. Mais la nouvelle, elle, se pose particulièrement là. Je trouve que c'est très très pertinent. Ou alors une forme qui manie, qui rejoint un peu, non pas la nouvelle, mais le récit court et le roman qui serait le feuilleton. Là aussi, ça, je pense que sur Internet, c'est très intéressant. Il peut y avoir des nouvelles manières de raconter les histoires ou revenir à des anciennes manières de raconter les histoires, vraiment avec une tradition de feuilletoniste à la semaine dans les journaux comme dans la deuxième moitié du 19e et au tout début du 20e siècle. Donc là, oui, il y a matière à faire. Maintenant, fondamentalement, les éditeurs, ils aiment bien vendre des livres et gagner de l'argent. Si tout d'un coup, les lecteurs se ruent par centaines de milliers sur des recueils de nouvelles, je peux vous assurer que des recueils de nouvelles, on en verra apparaître. C'est là, pour l'instant, si les éditeurs n'en font pas, c'est parce que ça ne se vend pas ou pas bien. Il y a des exceptions avec les anthologies associées à des événements, par exemple les recueils des nouvelles de l'anthologie des Imaginales ou de Trolls et légendes, ça, ils sont associés à un truc, ça marche plutôt bien, surtout si il y a des noms un peu connus dedans, ça aide, mais vraiment la vraie difficulté pour un auteur de nouvelles, enfin là pour le coup en particulier, Mélanie fait partie des exceptions, quoi. C'est plutôt l'exception que la règle, hein. Il y a des recueils de nouvelles publiés, il y en a quand même pas tant que ça. En tout cas, il y en a bien moins que des romans. C'est juste une dernière chose. La nouvelle, c'était un exemple, je parlais après en général. Je posais aussi la question par rapport au fait que le support Internet pouvait apporter, par exemple,
des interactions entre celui qui écrit l'histoire et celui qui la lit qu'on n'a pas forcément avec un bouquin physique. Donc je me disais que ça pouvait être quelque chose d'intéressant aussi. Ça, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus. Énormément d'auteurs et je crois quasi tous à cette table, on est pas mal présents sur le net et notamment à travers tout ce qui est Facebook et compagnie, on est énormément en interaction avec les lecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit de base. Alors effectivement, on ne communique pas à travers le livre, mais les auteurs sont de plus en plus accessibles aux lecteurs. Moi, j'ai énormément d'échanges avec des lecteurs sur Internet et je pense que je suis pas la seule à cette table. Donc même si cela dit, oui, ça peut être une piste à creuser. Alors là, je ne réponds vraiment que pour moi, mais de mon point de vue, moi, mon interaction avec le lecteur, c'est le livre. Après, c'est qui me donne son avis, tout ça, c'est très intéressant. Ma manière de communiquer avec le lecteur, c'est le bouquin, c'est ça l'idée. Ensuite, pour ce qui est vraiment sur le travail sur le fond du texte, je préfère travailler avec mon éditeur. Ou directeur d'ouvrage pour le reste ensuite c'est très intéressant d'avoir des retours de lecteurs, mais ça va être des retours sur un objet littéraire qui existe tel qu'il est et qui est pas amené à évoluer, qui est le livre tel qu'il est publié, qui a quelques fautes d'orthographe près et coquilles à rattraper, sera identique dans les versions suivantes, les éditions suivantes. Mais ça c'est vraiment une manière personnelle. Je sais qu'il y a des lecteurs des auteurs qui aiment être beaucoup plus en adéquation ou en communication avec les lecteurs, qui ont des bêta-lecteurs par exemple, à qui donnent à lire le bouquin avant et qui corrigent selon les retours de ces lecteurs-là avant même de le proposer à l'éditeur. Moi, pas du tout. Moi, mon métier, c'est d'écrire le bouquin, le leur, c'est les lire, et voilà, je tiens à cette différence-là. Juste une petite remarque. Même si c'est agréable d'avoir des interactions avec les lecteurs, il faut quand même garder une certaine distance parce qu'on n'a pas envie de finir comme dans Misery. C'est surtout, il faut du temps pour écrire. Si vous restez tout le temps sur Internet, vous aurez du mal à écrire beaucoup de choses. Il y a juste une petite rectification, je parle d'expérience. Si on prend une plateforme comme Amazon, le prix, vous pouvez gagner jusqu'à 70% du prix de vente. Hein. Vous fixez vous-même, si vous décidez 70% ou 30%, et après vous fixez votre prix. Donc sans passer par un éditeur, c'est 70%. Et ensuite, c'est une question de nombre de ventes. Si je donne ma nouvelle gratuitement sur un forum, même très très peu connu, le nombre de lecteurs peut monter de 300 à 600 étalé sur 2 ans. C'est quand même une récompense. Rectification, oui, ce n'est pas le nombre de lecteurs, c'est le nombre de téléchargements. C'est pas parce que c'est téléchargé que c'est lu. C'est extrêmement téléchargé quand c'est gratuit, mais c'est pas surtout si c'est gratuit. C'est vrai, mais c'est comme une partie de jeu de rôle. Vous avez les joueurs en face de vous et souvent une petite partie va poster un commentaire qui va vous aider ou vous gonfler l'ego, ou peut-être on aura un méchant et là vous direz je tiens plus compte des lecteurs. C'est des choses qui arrivent. Mais pas forcément, parce que même les critiques négatives peuvent être constructives. Oui, ça, tout à fait, tous les cas sont possibles. C'est un média de masse, c'est aussi un média indépendant de la télévision. Vous n'êtes plus obligé de passer par Bernard Pivot. Vous pouvez passer par YouTube. Et si vous avez une communauté, même si on n'est pas très nombreux dans cette salle, ils connaissent vos nouvelles maintenant, ils savent où on les vend. On aura peut-être plus envie de lire, vous aurez pu, si ça fait... Alors, moi, je vais intervenir parce que j'ai participé à une aventure qui s'appelait Angle Mort, où on a mis en ligne des nouvelles qui étaient payantes d'abord et gratuites ensuite, des nouvelles de qualité qui étaient revues par un comité de rédaction, dont certaines ont été traduites de nouvelles anglo-saxonnes. Donc, enfin, quelque chose de vraiment, je trouve, je dis pas juste parce que j'ai travaillé, mais un travail qui était hautement qualitatif, et malgré tout, le nombre de téléchargements et le nombre de lectures n'a pas explosé. Donc, alors qu'on a travaillé sur des textes qui étaient à la fois anglo-saxons et français pendant un petit peu plus de 2 ans. Donc, j'entends ton enthousiasme. Hein, je déconseille de donner les choses gratuitement. Je suis plutôt d'accord avec Pierre. S'il y avait un lectorat de nouvelles en France, peut-être qu'on serait au courant depuis le temps. Et malheureusement, pour tout un tas de raisons qui seraient trop longues de décortiquer ici, je pense que la majorité du lectorat n'est pas particulièrement intéressée par la nouvelle de science-fiction. C'est-à-dire que normalement, juste pour terminer sur le gratuit, vous donnez gratuitement votre nouvelle, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez la maintenir très longtemps et qu'il y a beaucoup de téléchargements, je vous conseille plutôt de la vendre à un petit prix après. Ne pas rendre gratuit quelque chose qui était coûteux, sinon ça perd de la valeur. C'est plutôt les gens qui ont aimé, c'est l'actualité. On aime votre nouvelle maintenant, elle était gratuite.
demain on se dit ah cette nouvelle était bien mais je voudrais la relire, à ce moment-là je vais commencer à payer. C'est le modèle qui est utilisé par les magazines américains, que ce soit Asimov Story ou d'autres, qui mettent effectivement les nouvelles en téléchargement payant, tu payes pour avoir la primauté, et ensuite tu constitues un fonds qui est gratuit. Donc c'est quand même quelque chose qui plus ou moins fonctionne à l'international, parce que je pense qu'ils ont aussi leurs problèmes financiers. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, je pense que tu ne peux pas revendre quelque chose après coup, mais... Excusez-moi, pardon. Merci. Avec l'émergence des nouvelles technologies, Internet, etc., je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, d'écrire quelque chose où on pourrait, avec la réalité augmentée, des choses comme ça, imaginons quelqu'un qui lit, on a un système qui suit ses yeux de eye tracking, et par exemple, on peut mettre un fond sonore qui illustre à un moment de la nouvelle ou une ambiance. Bon, j'ai une connerie, par exemple, si on lit du Marcel Pagnol, on a des cigales en fond. Est-ce que pour vous, ce serait dénaturer finalement peut-être l'imaginaire du lecteur, ou est-ce que c'est quelque chose de possible ? Juste pour ma part, j'en ai pas besoin, parce qu'en tant que lectrice, quand je lis, j'entends déjà les sons qui vont avec le livre, donc j'ai pas besoin qu'on me les rajoute. J'entends les voix. D'ailleurs, quand je vois ensuite des adaptations, parfois je dis mais non, c'est pas sa voix, parce que je l'ai tellement... Ouais. Sinon, on pourrait rajouter les odeurs aussi, ça pourrait être rigolo. Je pense que tu veux pas aller te balader dans des ces égouts technologies peuvent avoir un intérêt, mais avec des textes écrits pour ça. Là, oui, j'y crois vraiment. Si ce serait des nouvelles formes de narration, il faudrait même leur trouver un nouveau nom, je sais pas, de récit animé, enfin, on va trouver quelque chose, mais il faudrait vraiment que ce soit écrit avec ça, quoi. Parce que... Sinon, les textes qui se passent de ça, ils ont été écrits sans ça, et en intégrant cette absence enfin, je sais pas, mais tu lis le parfum et tu aurais des parfums avec, mais c'est une hérésie. Là, c'est à se flinguer. Mais le pauvre auteur, le mec, il a envie de se tirer une balle dans la bouche. Il se dit, ouais, j'ai passé des ans à travailler le style. Et en plus, il y arrive admirablement bien, parce que le projet littéraire est quand même ahurissant, quoi. Faire passer des odeurs avec de l'écrit, moi, je m'y risquerais jamais, quoi. Lui, il arrive à longueur de bouquin, et tout d'un coup, il y aura un type qui arrive. Ah oui, voilà. Et donc c'est bien alors peut-être sur de très mauvais textes. Pourquoi pas ? Ce sera moins grave. Mais sur des bons, enfin, je sais pas, moi, quand je lis Salammbô, j'ai pas besoin qu'on me fasse souffler du vent aux oreilles, ou qu'il y ait la chaleur et l'odeur du sable qui m'arrive. C'est là, quoi. Flaubert, il se débrouille très bien tout seul. Laissons-le tranquille, pauvre homme. Une toute dernière question, après vous pouvez bien sûr continuer la conversation avec nos auteurs, nos intervenants, sur les différents stands. La dernière question. En fait, on n'a pas parlé du tout d'un autre type d'adaptation, qui est l'adaptation théâtrale. J'y ai pensé au tout début quand Pierre parlait des Fleurs pour Algernon, parce qu'il y a une adaptation qui est remarquable et qui tourne en ce moment, qui est en train de revenir à Paris. Je vais y retourner, pour tout vous dire. Mais du coup, qu'est-ce que vous en dites du théâtre par rapport aux adaptations de textes de science-fiction, de choses comme ça? Alors ça peut être très bien. Là, j'y suis presque, puisque j'ai certains de mes textes, certaines de mes nouvelles qui ont été adaptées comme contes à l'oral par un conteur qui se produit en Bretagne et qui avant était dans les Vosges. Donc effectivement, il a changé des choses, il a changé des prénoms pour avoir des phonétiques bien différentes à l'oral, parce qu'à l'écrit ça passait, mais à l'oral phonétiquement c'était trop proche, donc il y avait risque de confusion. Mais oui, pourquoi pas, le théâtre ça peut être encore une étape après. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, il est très tard. Un grand merci à nos panélistes. Bravo. Merci à vous d'être venus, d'être restés jusqu'au bout. À bientôt sur Nice Fiction. Et n'hésitez pas à venir parler avec nos auteurs.